Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le Grand Est et plus particulièrement la Haute-Marne pour parler du diocèse de Langres. Dans cette édition, on entendra la réflexion menée dans le diocèse sur les femmes en monde rural et on découvrira les prochains grands événements marquants de l'Église catholique en Haute-Marne. Quelques mots justement pour présenter la Haute-Marne, un territoire du Grand Est marqué par la ruralité. On compte 3 pôles principaux d'activité, à Saint-Dizier au nord, à Chaumont-Nogent au centre et à Langres au sud. C'est un département avec un fort ancrage agricole mais aussi industriel puisque la Haute-Marne est le premier département français en matière de fonderie et le 3e dans le domaine de la sous-traitance industrielle. Un territoire qui bénéficie également d'un patrimoine historique de caractère, comme on dit, remontant notamment à la Renaissance, comme à Joinville par exemple. Et pour parler du diocèse de Langres, je reçois son évêque, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je viens de présenter ce territoire de la Haute-Marne. Comment est-ce que vous pourriez nous parler du diocèse, des forces vives qu'il compose, pendant que s'affichent sur l'écran quelques chiffres clés du diocèse ? Alors le diocèse est lui-même, depuis la réforme qu'un de mes prédécesseurs avait opérée, réparti en 31 paroisses, mais pas assez de prêtres pour avoir un prêtre par paroisse comme on pouvait l'imaginer, avec parfois des prêtres qui peuvent avoir jusqu'à 60 villages, puisqu'il y a 550 églises quand même dans le diocèse. C'est donc très dispersé comme population. Il y a des endroits où il n'y a que 4 habitants au kilomètre carré, la moyenne étant de 30 habitants au kilomètre carré, avec finalement les pôles urbains qui sont plus marqués. Donc, vous avez cité la ville de Saint-Dizier, qui est la principale sous-préfecture, qui est la ville la plus peuplée d'ailleurs, avec 25 000 habitants aujourd'hui, ou la ville de Chaumont, qui est la préfecture, elle, qui a un peu plus de 20 000 habitants. Voilà. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Vous êtes donc évêque de Langres depuis 2014. Exact, oui. Né en 1959 à Cherbourg dans la Manche. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Verdun en 1987. Alors, parmi toutes les missions que vous avez reçues, vous étiez notamment curé de Verdun de 2000 à 2005. Oui. Et vous êtes actuellement président de la commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. On y reviendra dans quelques instants. Je mentionne votre devise épiscopale qui vient de l'évangile de Jean, au chapitre 16, « Gardez confiance ». Je reviens sur votre responsabilité, qui n'est peut-être pas si connue que ça, de la commission épiscopale pour les questions liturgiques. En quoi ça consiste et quels sont les chantiers actuels ? C'est-à-dire que la commission épiscopale francophone rassemble des évêques du monde entier, délégués par chacune des conférences épiscopales francophones, pour la question des traductions. Alors, il y a eu un gros chantier qui a été fait récemment, qui a été le missel. Voilà. Auparavant, il y avait les lectionnaires et la traduction complète de la Bible. Et puis, il y a maintenant tous les chantiers induits. Alors, le rituel de la confirmation, qui est en passe d'être voté maintenant dans la plupart des conférences épiscopales, et puis validé par Rome. Et le gros chantier actuel, c'est la liturgie des heures. Et là, il y a du travail. L'activité agricole, je le disais tout à l'heure, est une des activités majeures de la Haute-Marne. À l'occasion du Salon de l'Agriculture fin février, il y avait une délégation du diocèse qui était présente, avec un vrai pèlerinage qui était proposé. On va voir quelques images d'ailleurs. Dites-nous un peu quelle était la proposition. En fait, le but était d'associer un peu un côté plus, j'allais dire, touristique, entre guillemets, et un côté spirituel avec le Salon de l'Agriculture, Montmartre et Notre-Dame de Paris. Au départ, on pensait juste le Salon et Notre-Dame, et puis finalement, pour une raison d'un peu d'étalement, pour ne pas être à courir d'un lieu à l'autre, nous avons fait l'arrêt à Montmartre, qui s'avérait
en fait, peut être le point fort de notre pèlerinage et sans doute celui qui, spirituellement, a le plus marqué les fidèles qui y ont participé. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire les spécificités du milieu rural dans son ensemble dans la Haute-Marne? Parce que bien sûr, le milieu rural, ce n'est pas que le milieu agricole. Non, bien sûr. Alors, le milieu agricole, en fait, est un milieu de polyculture. Enfin, c'est de l'agriculture traditionnelle où se mélange l'élevage et les céréales, même si on entend de plus en plus d'agriculteurs dire qu'ils vont renoncer à l'élevage, ou en tous les cas l'élevage laitier, parce que aujourd'hui, vous connaissez les difficultés qui touchent la filière lait. Et après, en fait, c'est quand même tous les métiers induits par l'agriculture qui sont portés par la vie rurale. Et sinon, ce sont les services. Et bien sûr, tout ce qui est des maisons de retraite, les EHPAD ou les services hospitaliers, avec encore de grandes difficultés que connaissent les services hospitaliers aujourd'hui, avec des soucis autour du rapport entre l'hôpital de Chaumont et l'hôpital de Langres, par exemple, qui font débat toujours. Les femmes en monde rural sont-elles des missionnaires de l'ombre? C'est la question qui était posée aux participants à cette table ronde organisée début février par le diocèse de Langres. Un temps d'échange au cours duquel les Hauts-Marnais ont discuté du rôle joué par les femmes dans le dynamisme des campagnes et des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Qui sont ces missionnaires de l'ombre au service de l'Église et des autres? C'est ce qu'a voulu savoir notre reporter Thibaut Jean-Pierre. À Darman, dans la salle des fêtes, une cinquantaine de Hauts-Marnais s'est donné rendez-vous pour discuter des défis auxquels font face les femmes. Je me dis comment on peut intégrer un milieu rural. Je suis une femme, je suis parisienne, l'étiquette parisienne vous colleront aux cheveux et partout. Comment je fais? Alors là, quand même, je vais dire une chose, c'est l'Église qui accueille le plus facilement. Martine a travaillé toute sa vie avec son mari agriculteur. Engagée en politique, elle s'est battue pour faire reconnaître les droits des femmes dans les campagnes. Ça a été un dur labeur de convaincre les hommes que les femmes, elles travaillaient, mais on n'avait rien sans cotisation, malheureusement. Si on ne cotise pas, on n'a rien. Et ça a été très très dur à faire entendre. Bon, aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, moi je sais que j'ai été 25 ans conjoint d'exploitant, sans aucun statut, sans aucun salaire. Et aujourd'hui, de retraite agricole, j'ai rien, ou pratiquement rien. À quelques kilomètres de là, dans le village de Féy, commune d'une 60aine d'habitants, Céline est une missionnaire de l'ombre. Agricultrice, mère de 4 enfants, elle multiplie aussi les engagements dans sa paroisse. En fait, j'ai pas le choix que de m'engager. En fait, je pense que le Seigneur a mis en nous des capacités pour aller vers les autres et donc il faut les mettre en œuvre. Donc en fait, le problème, c'est que j'ai un peu de mal à me limiter. Et comme il y a plein de choses qui me passionnent, je suis quand même toujours en train de jongler entre effectivement le temps professionnel, le temps pour les enfants et le temps pour les autres en fait. Voilà, donc c'est toujours un équilibre très précaire. Donc c'est pas simple. Mais j'ai un mari qui est très pragmatique et donc qui m'aide aussi quand même à recaler un petit peu les priorités. Depuis 2016, Céline cultive des plantes médicinales sur les 3 hectares de terrain autour de sa maison. Je mets des bâches en chanvre et qui se dégradent au bout de 2-3 ans. Je trouve que ma foi donne une dimension encore autre au fait que je travaille la terre. J'ai l'impression d'être vraiment dans un cycle et de pouvoir louer le Seigneur au quotidien. Enfin, vraiment d'être dans mes champs, pour moi, c'est une bénédiction au quotidien, quoi. Voilà. Malgré tout, je suis toute seule. Et donc, le fait de pouvoir aller sur la paroisse, de rencontrer des gens, de pouvoir parler de ma foi, de pouvoir vivre des moments joyeux et partagés, c'est hyper important en fait, ça permet aussi de garder son équilibre. À l'image de Céline, des centaines de femmes portent l'Église dans les campagnes au quotidien. Missionnaires de l'ombre, désormais un peu plus dans la lumière. Je vous voyais un peu réagir pendant ce reportage. Comment est-ce que l'exemple de Céline incarne toutes ces femmes dans la Haute-Marne au service de l'Église et des autres? Alors de fait, s'il n'y avait pas les femmes, je ne sais pas comment l'Église tiendrait. En blaguant, j'ai dit, le jour de cette rencontre, je suis pour la parité, c'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait autant d'hommes que de femmes actifs dans l'Église. Et de fait,
tout ce qui est des services paroissiaux ordinaires, y compris la célébration d'obsèques, l'accompagnement des familles dans les différents moments du baptême jusqu'aux funérailles, tout cela, c'est tenu réellement par des femmes. Et heureusement, j'ai dire que même la proximité, la plupart des personnes relais dans les villages sont des femmes. Tout simplement, voilà. Et peut-être aussi parce qu'il y a chez les femmes une audace de pouvoir exprimer sa foi. Les hommes, il y a une certaine réserve de la part des hommes dans l'expression de la foi, alors que les femmes osent le dire. Au point qu'au XIXe siècle, on disait que la foi, c'était bon pour les femmes et les enfants. Mais non, justement. Et je remercie les femmes de leur investissement, parce que grâce à elles, en fait, l'Église est concrètement présente. Et puis, c'est ce que vous disiez, les équipes de coordination paroissiale des paroisses sont majoritairement composées de femmes. Ah ben les trois quarts, si ce n'est même les 90%, enfin voilà, ce sont des femmes dans ces équipes qui participent à l'organisation des activités sur la paroisse. On l'entendait aussi dans le reportage, être femme et agricultrice en monde rural, c'est aussi pas si simple. Il y a eu beaucoup d'inégalités au fil de l'histoire. Comment est-ce que l'Église ou vous, comme évêque, vous êtes attentif aussi à cette réalité ? Alors, il est vrai que les choses changent petit à petit et que nous voyons bien... il y a des services liés ou à la Chambre d'agriculture ou à la mutuelle sociale agricole, voilà, qui de plus en plus s'intéressent quand même à la condition féminine. Voilà. Parce qu'il y a une histoire de précarité, de précarisation de ces femmes arrivées à la retraite. Et bien, on l'a bien entendu, le témoignage de Martine, et qui n'est pas l'unique, malheureusement. Et puis, nous avons aussi parfois une certaine déconsidération, voilà, qui justement est en train, heureusement, de passer. Et cela, parce que autrefois, une femme se retrouver chef d'exploitation, c'était impensable. Aujourd'hui, eh bien, on a, heureusement, des femmes qui peuvent être à diriger une exploitation agricole et avec compétence. On va aller à quelques milliers de kilomètres de la Haute-Marne, puisqu'il y a quelques semaines, vous étiez au Sénégal, dans le diocèse de Kolda, avec lequel vous avez instauré un jumelage, diocèse de Kolda en Casamance. Quel est l'objectif de ce jumelage ? Alors, l'objectif de ce jumelage, il n'y a aucun intérêt. Si je puis dire, je le dis un peu crûment, en fait, le souhait que j'avais, ce jumelage est la conséquence du projet pastoral diocésain que nous avons proclamé en 2021, dans lequel il était prévu que l'on puisse s'associer à d'autres diocèses pour une ouverture du cœur. Moi, le but premier, c'est de nous ouvrir les yeux et le cœur à ce qui se passe ailleurs. Comment d'autres chrétiens vivent leur foi et grâce à cette découverte, d'être stimulés. Dans la messe durant laquelle nous avons solennellement signé la charte de jumelage, j'ai fait remarquer que j'étais le 120e évêque de Langres, qui rencontrait le premier évêque de Kolda, puisque c'est un diocèse qui a 25 ans d'existence, c'est un démembrement de celui de Ziguinchor. Et alors je dis, les anciens sont réputés avoir la sagesse, et les jeunes, la vitalité. Donc, de ce jumelage, j'attends que nous soyons stimulés par la vitalité de cette jeune Église et que nous puissions apporter un peu de la sagesse de notre vieille existence. Alors, soyez entendu que ce n'était pas le premier objectif, mais est-ce qu'à terme, vous avez quand même l'espoir, l'espérance de signer des conventions pour accueillir des prêtres fidei donum ? Alors, c'est amusant que ce soit tout de suite la première question qui vienne. De fait, pour moi, je ne veux pas en faire la première préoccupation, même si, de fait, ça peut être une des conséquences. Eux-mêmes ont évoqué cette possibilité, parce qu'ils sont riches en prêtres et encore, je ne me plains pas. En 10 ans d'épiscopat, j'ai ordonné 6 prêtres, ce qui, pour un diocèse comme le mien, est vraiment une bénédiction. Mais je suis plutôt intéressé par des actions que nous pourrions apporter là-bas, notamment dans le développement. Nous sommes venus concrètement avec des cahiers d'écoliers et du matériel paramédical parce que, il faut encourager l'éducation et les soins.
On va revenir dans le diocèse de Langres géographiquement, puisqu'en 2025, pour le Jubilé de l'Espérance, de nombreuses activités et rassemblements ont lieu dans ce diocèse. La fête de Saint-Joseph à Joinville, la marche des vocations et la fête des chasses de Saint-Urbain seront les 3 grands événements marquants pour l'Église catholique en Haute-Marne. Le père Bruno Efadaï, vicaire général, détaille cet agenda bien chargé. Dans le cadre du Jubilé de 2025, nous avons beaucoup d'événements qui vont se passer dans le diocèse, en particulier donc, la fête de Saint-Joseph qui va se dérouler à Joinville, qu'on fête pour la 3e fois cette année. Donc c'est du 15 au 16 mars. Pourquoi on fête spécialement Saint-Joseph à Joinville? Parce qu'on a la ceinture, les reliques de ceinture de Saint-Joseph qui est unique au monde. Il y aura aussi la marche des vocations, organisée aussi par le diocèse, et ce sera aussi dans notre secteur de Joinville, du 8, 9 et 10 mai 2025. Et le 3e, donc, c'est la fête des chasses, qui n'est pas tellement dans le cadre du jubilé, mais une grande fête que les habitants de Saint-Urbain vont célébrer. Il y a des chasses donc, dont le plus important donc, c'est qui contiennent les reliques de Saint-Urbain, dont le nom du village est Saint-Urbain. Et il y aura des processions des chasses autour, comme on passe dans le village, là, on fait le tour du village, et après il y aura la grande messe présidée par notre évêque, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat. Voilà. Alors, on va reprendre chacun de ces grands événements. Commençons par la fête de Saint-Joseph à Joinville qui a eu lieu mi-mars. Il y a 2 ans, on est allé faire un reportage à ce moment-là. Qu'est-ce qui est proposé? Pourquoi c'est si important de rassembler les habitants du diocèse et plus loin encore? Alors en fait, il y a eu une opportunité qui a été le choix d'une année dédiée à Saint-Joseph par le Saint-Père, voilà, qui nous a un peu restimulés. Il est vrai que cette relique que nous avons, qui est un cadeau fait par le roi Saint-Louis à son chroniqueur Jean Sire de Joinville, est unique, de fait. Et vous l'avez vu, c'est une ceinture de toile qui est enroulée sur un reliquaire qui a été refait au XIXe siècle. Et Saint-Joseph, c'est quand même celui qui veille sur l'Église, c'est le patron de l'Église. Et nous voulons aussi garder de l'action de Saint-Joseph sa proximité avec le Christ, et être nous-mêmes stimulés dans notre proximité avec le Christ. Voilà. Cette année, c'est l'archevêque de Lyon qui viendra présider les célébrations au Seigneur de Germay. Il faut dire que sa famille est originaire d'un petit village à 20 km de là. Ce qui aide pour les relations. On parle également de la marche pour les vocations. Oui. Les 8 et 10 mai, l'année dernière, c'était une modalité très spécifique, puisque tous les évêques de la province marchaient, chacun dans son diocèse. Là, ce sont 3 jours de marche adaptés à toutes les conditions physiques. Oui, c'est cela. Alors, c'était une initiative provinciale qui est recommandée encore cette année. Je pense que la plupart des diocèses de la province vont organiser aussi quelque chose, de prier et témoigner sur les vocations. Et alors, l'année dernière, ça a été un franc succès. Nous avons eu une 40aine de personnes qui ont marché tous les jours, et puis d'autres qui se retrouvaient pour la grand-messe, par exemple, et avec 110 personnes le 1er mai l'année dernière pour prier et témoigner. Donc, alors, voilà, des vocations. Pourquoi vous recommencez? Ça veut dire que l'année dernière, il s'est passé quelque chose? Vous vous êtes dit, il faut recommencer? Alors en plus, l'année dernière, c'était dans le sud du diocèse, et donc les gens du Nord m'ont dit, oh, oui, mais c'est pas juste, c'était loin, on a été oubliés, donc nous faisons ça un peu plus dans le Nord, et nous emprunterons le chemin de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, elle a encore une vocation un peu singulière que celle de Jeanne, qui a pu aller sauver la France. Alors nous cherchons à sauver nos âmes, et peut-être quand même à témoigner aussi que le seul sauveur, c'est Jésus. Et puis le 3e événement qui était mentionné, c'est la fête des chasses de Saint-Urbain le 25 mai. Alors c'est une fête qui a lieu uniquement quand le 25 mai tombe un dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe donc le 25 mai? Alors donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une abbaye bénédictine, d'ailleurs par laquelle Jeanne est passée, elle y a fait étape. Or pendant les révolutions françaises, les familles du village ont protégé les reliquaires
puisque les chasses, ce sont donc les reliquaires. Vous les avez vus transporter. Et ces reliquaires ont été restitués à la paroisse une fois la Révolution finie. Et le curé de l'époque a voulu faire quelque chose sur le même rythme que le Grand Pardon à Chaumont, qui est une manifestation qui existe depuis l'an 1475 et qui est chaque fois que la Saint-Jean-Baptiste tombe un dimanche. Donc là, chaque fois que le 25, la Saint-Urbain tombait un dimanche. Donc ça fait tous les 5, 6 ou 11 ans. On est sur une fête très populaire, très ancrée tout à fait. localement. Ce sont les descendants des familles ayant abrité les reliquaires qui les portent encore. Hein, voilà, ils sont très fiers et ils disent nous c'est tel saint ou tel saint. Donc c'est amusant de voir que il y a cet engouement et nous en profitons donc pour faire le tour du village, demandant ainsi la bénédiction finalement de Dieu sur les activités humaines et la protection de tous ces saints. Et on va passer, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Avec une première question de Philippine, qui est de la paroisse Saint-Martin de Lannou. Bonjour Monseigneur, on se demande à Saint-Dizier comment donner une place aux enfants à la messe et comment leur transmettre la foi, surtout avec des petits. Est-ce que ça passe par un patronage qui est en train d'être mis en place dans notre paroisse? Comment selon vous on peut aider à amener les enfants vers Jésus et à développer leur foi? Alors, c'est intéressant, c'est que la paroisse de Saint-Dizier bouge beaucoup en ce moment. Il y a en fait un clergé assez jeune qui est là, et trois prêtres relativement jeunes qui en veulent. Et je suis très content du résultat. Alors en particulier, Philippine évoquait un patronage. Et ça a été une idée qui a émergé, qui vient enfin de se mettre en place depuis le 22 février. Il y a proposé, je crois, le samedi, des activités pour les jeunes. Bien sûr, pour faciliter la participation à la messe, il y a aussi des temps privilégiés pour les enfants. Et notamment, alors dans cette paroisse aussi, les enfants sont priés d'aller à une liturgie de la parole à côté. Mais voilà quelques petites initiatives. Je sais aussi qu'à Saint-Dizier, il existe un groupe de Scouts de France, donc qui apporte aussi un peu d'élan pour la jeunesse. On va rester un peu dans cette thématique-là avec cette question de Lucas, qui est étudiant et engagé justement dans le diocèse de Langres. Bonjour Monseigneur, qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui la jeunesse du diocèse de Langres? Alors Lucas me taquine, en fait, parce qu'il était aux Journées mondiales de la jeunesse il y a 1 an et demi, à Lisbonne, et au retour de Lisbonne, il m'a dit Monseigneur, il y a quelque chose qui n'est pas juste, nous sommes au Portugal, nous ne sommes même pas arrêtés à Fatima. Et alors je lui ai dit écoute Lucas, organise. Et du coup en 2024, alors, ils étaient 3 jeunes, et puis, alors, aidés par une animatrice d'aumônerie et par la responsable des pèlerinages, nous sommes allés en pèlerinage à Fatima avec une vingtaine de jeunes du diocèse. C'était formidable, grâce, évidemment, à l'énergie de ces jeunes-là, et je leur ai fait confiance. Ils en ont eu la preuve et ils en ont eu la joie. Un bel exemple, en tout cas, de jeunes engagés. Avec une dernière question maintenant de Rémi, qui est bénévole au Secours catholique et qui fait partie de la délégation de Chaumont. Bonjour Monseigneur Joseph, j'ai une question à vous adresser. Elle est vraiment centrée sur la jeunesse par rapport à son engagement au sein de l'Église, parce que moi, depuis que je suis sur les diocèses ou à l'Église des Chaumont, je constate qu'il y a moins d'engagement dans la jeunesse. Et je me demande quelles sont les stratégies que l'Église développe pour pousser les jeunes à s'engager dans l'Église, pourvu qu'ils prennent le relais dans les missions de l'Église demain ou dans les jours à venir. C'est un véritable défi. En fait, parce que je vois bien, nos communautés sont vieillissantes, hein, et spontanément, vous touchez plutôt plus facilement votre tranche d'âge. Et alors je me souviens avoir interpellé lors d'une confirmation les paroissiens justement de Chaumont en leur disant
laisser les jeunes prendre leur place. Mais ils ne sont que de passage. Ben justement, c'est là aussi. Et je vois heureusement qu'il y a notamment quelques jeunes que j'ai confirmés il y a 2 ans qui ont réussi à s'impliquer dans la catéchèse, parce que maintenant ils sont lycéens, dans la catéchèse de plus jeunes, ou là encore par le scoutisme, il y a un très beau groupe de scouts de France à Chaumont, et donc voilà, il y a tout de même un peu. Mais alors les anciens disent, oui, ben c'est nous qui sommes présents, et je les remercie, mais permettez aussi que d'autres pousses puissent apporter quelque chose de nouveau. Dans les dernières secondes de cette émission, peut-être un mot sur la clôture de la décennie de la mission en 2026. Quel rendez-vous vous voulez lancer à ceux qui nous regardent Voilà, oui, parce que en fait, en 2016, avec mes collaborateurs, nous avions pensé d'abord à une année de la mission, puis je leur avais dit, écoutez, une année, c'est vite passé. Donc autant faire une décennie de la mission, le souhait étant que 10 ans après, toute la Haute-Marne soit évangélisée. Nous n'avons pas atteint l'objectif. Nous allons clore cette décennie par un festival de la foi qui aura lieu au mois de mai. Et ça doit être 2026. Hein. 2026, bien sûr, oui. De mémoire, je dirais que c'est 8, 9, 10, mai 2026. Et alors, l'équipe organisatrice espère avoir une tête d'affiche, un peu, mais nous réjouir, en fait, d'être croyants et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup, Monseigneur Joseph de Mesnoblat, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Langres et l'Église catholique en Haute-Marne, rendez-vous sur son site internet 52.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.